Salut, moi c'est Emeline, je suis tutrice de groupe et je vais vous faire un petit récap sur l'anatomie digestive 3 et 4. Du coup, pour ce premier schéma, on a le duodénum. Le duodénum, c'est 4 parties, D1, D2, D3 et D4, avec l'angle génus supérieur et l'angle génus inférieur. Après, on a le pancréas. Le pancréas, il est constitué de la tête, de l'isthme, du corps et de la queue. La queue, elle est reliée à la rate. Alors, pour les vaisseaux, en arrière, on a la veine porte, la veine cave caudale et l'aorte abdominale. Pour l'aorte abdominale, en TH12, on trouve le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque, il est composé de 3 branches. Premièrement, on a l'artère gastrique gauche pour la vascularisation de l'estomac. Deuxièmement, on trouve l'artère splénique. L'artère splénique, elle est sinueuse et elle va vasculariser la queue du pancréas et la rate en donnant 3 branches dans la rate. Et troisièmement, on a l'artère hépatique commune qui va se diviser en artère hépatique propre pour le foie et en artère gastro-duodénale pour la vascularisation du duodénum et du pancréas. La vascularisation artérielle du pancréas, elle est aussi assurée par l'artère mésentérique supérieure qui va donner l'artère gastro-duodénale, l'artère duodéno-pancréatique. Pour le retour veineux du pancréas, il est assuré par la veine mésentérique supérieure et la veine splénique au niveau de la queue. Du coup, pour ce deuxième schéma, on va plutôt s'intéresser à l'estomac et à sa vascularisation. Donc on retrouve exactement les mêmes éléments que tout à l'heure, le duodénum, le pancréas, la rate, mais on va être un petit peu plus au-dessus avec l'estomac. Donc l'estomac, il est aussi vascularisé par en partie le tronc cœliaque, des branches du tronc cœliaque en tout cas. Et il y a 2 parties, en fait, il y a la petite courbure et il y a la grande courbure. Donc on va commencer par la petite courbure. La petite courbure de l'estomac, elle est vascularisée par les artères gastriques droite et gauche. L'artère gastrique gauche, elle dérive directement du tronc cœliaque, alors que l'artère gastrique droite, elle dérive indirectement car elle dérive de l'artère gastro-duodénale. Si vous vous rappelez bien du premier schéma, l'artère hépatique commune donne l'artère gastro-duodénale qui donnera l'artère gastrique droite. Pour la grande courbure de l'estomac, elle est innervée par les artères gastro-épiploïques qui, elles, dérivent des artères gastro-duodénales. Donc les artères gastro-épiploïques, en plus de vasculariser la grande courbure de l'estomac, elles vont donner des branches descendantes pour le grand hématome. Alors pour le retour veineux de l'estomac, on a la veine porte. La veine porte, elle est constituée de la veine mésentérique supérieure et du tronc spléno-mésaraïque, c'est-à-dire de la veine splénique et de la veine mésentérique inférieure. Donc, si vous voyez bien, le petit tronc du quadrilatère de Roddy, il y a la veine splénique, la veine mésentérique inférieure qui se rejoignent, qui donne le tronc spléno-mésaraïque, et la veine mésentérique supérieure qui se rejoignent avec le tronc spléno-mésaraïque pour donner la veine porte. Ainsi, pour le retour veineux, ça va se passer comme pour la vascularisation artérielle. Ça va être divisé en petites courbures et grandes courbures. Les veines gastriques gauche et droite vont effectuer le retour veineux pour la petite courbure. Elles peuvent même en même temps effectuer des anastomoses porto-caves. Et pour la grande courbure, on va avoir les veines épigastriques. Alors, l'estomac est un endroit où il y a beaucoup de nœuds lymphatiques. On en retrouve dans la région cœliaque, dans la région mésentérique supérieure, au niveau du hile hépatique, au niveau de la rate et au niveau des longs vaisseaux épiploïques. On va aussi également parler de l'innervation de l'estomac. Donc tout ce qui est système digestif, c'est le nerf vague qui prend en charge l'innervation, nerf vague parasympathique. Alors le nerf vague, il y aura le gauche et le droit. Le gauche va être antérieur, il va donner le nerf pylorique antérieur qui va s'occuper de l'innervation viscéromotrice. Et le nerf vague droit va être postérieur, il va donner le nerf pylorique postérieur et le nerf vague droit va également participer à la constitution du plexus cœliaque. Alors du coup maintenant on va s'intéresser au foie et à sa vascularisation. Alors le foie c'est une glande annexe du système digestif. Il est recouvert par une capsule, la capsule de Gibson, et il est amarré au diaphragme par le ligament coronaire.
Sur la partie antérieure, on retrouve également le ligament suspenseur qui va diviser le lobe droit et le lobe gauche. C'est une division structurale qui n'est pas du tout fonctionnelle. Et le ligament suspenseur va se terminer par le ligament rond, qui est le reliquat fibreux de la veine ombilicale qui s'est thrombosée à la naissance. Lors de pathologies comme un obstacle transhépatique, il peut se produire une réouverture de cette anastomose et qui va entraîner une dilatation des veines abdominales que l'on appelle la méduse de Cuvier. À la face inférieure du lobe droit, on retrouve la vésicule biliaire. Cette vésicule biliaire, avec le ligament rond, va former le lobe carré, visible sur le foie. Au niveau du foie, on va retrouver également le hile hépatique qui va permettre l'entrée des vaisseaux dans le foie. Alors, l'élément le plus postérieur de ce hile, c'est la veine porte. Puis on retrouve également l'artère hépatique commune et les canaux biliaires qui vont se réunir à la sortie du foie pour donner les canaux hépatiques, puis cystiques, puis cholédoques. Le foie n'est pas totalement péritonéisé, il y a des zones sans péritoine. On retrouve également la veine cave qui se trouve dans un sillon très creusé qui peut parfois être même enfermé dans le foie. Alors le foie a une vascularisation un peu particulière, par exemple au niveau des lobules, on retrouve au centre la veine hépatique qui va ramener le sang vers le cœur et au niveau de la périphérie du lobule, on retrouve la veine porte, la veine hépatique et les canaux biliaires qui vont apporter les nutriments au foie. Pour la vascularisation portale, donc on retrouve la veine porte qui va se diviser en deux branches, une droite, une gauche, et qui va donner une vascularisation en cadran. Donc il y a 8 cadrans qui vont être dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour le premier cadran, c'est la vascularisation du lobe de Spiegel qui va venir de la branche droite et de la branche gauche. Puis le deuxième cadran, c'est la branche latérale gauche. Troisième cadran, branche paramédiale gauche inférieure. 4, branche paramédiale gauche supérieure. 5, branche paramédiale droite inférieure. 6, branche latérale droite inférieure. 7, branche latérale supérieure droite. 8, branche paramédiale supérieure droite. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la reperméabilisation de la veine ombilicale. Cet événement, il se produit au niveau du récessus de Rex, qui est à la séparation des deux veines paramédiales gauche. Cette vascularisation portale est assez importante, par exemple, lors d'hépatectomie partielle, on va clamper une veine ombilicale et on va pouvoir voir le segment qui est rigué ou pas pour pouvoir faire une séparation et une sectorialisation. Pour la vascularisation cave, c'est beaucoup plus simple. Il y a 3 branches, la veine sushépatique droite, la veine sushépatique gauche et la veine intermédiaire. Sushépatique intermédiaire. La veine sushépatique intermédiaire et la veine sushépatique gauche vont avoir un tronc commun au début. Cette vascularisation cave est une sectorialisation et non une régionalisation. Sur ce schéma, on voit la superposition du système cave et du système porte. Et on voit bien que le système cave s'imbrique au niveau du système porte. Les branches sont alternées. Alors dans cette dernière partie, on va voir l'intestin grêle et le côlon avec sa vascularisation comme à chaque fois. Donc, pour cet appareil-là, on a l'intestin grêle qui mesure environ 5 à 6 mètres de long. Il est composé du jejunum et de l'iléon. Il est composé de denses grêles qui font 20 à 40 cm et qui sont dans la partie supérieure horizontale, puis dans la partie inférieure verticale. Pour le côlon, il y a différentes parties. Il commence au niveau du cécum, où on retrouve l'appendice iliocécal. Après, on a le côlon droit, le côlon transverse, le côlon gauche, le côlon sigmoïde et le rectum. La partie initiale au niveau du cécum est beaucoup plus large. Elle fait environ 26 cm de circonférence, alors que la partie terminale au niveau du rectum est beaucoup plus petite et fait 14 cm de circonférence. Le côlon est composé d'une musculeuse assez particulière qui est longitudinale, qui s'appelle les ténias. Il y en a 3.
une antérieure et deux postérieures. Alors pour ce nouveau schéma, on voit la vascularisation artérielle avec l'artère mésentérique supérieure qui, comme on le voit sur le schéma, vascularise surtout l'intestin grêle et le côlon droit. Alors pour l'intestin grêle, l'artère mésentérique supérieure va donner 12 à 16 branches qui vont former des arcades avec différents ordres, du premier au quatrième. Alors que pour le côlon, il va y avoir 3 artères coliques droites, avec l'artère colique droite supérieure, intermédiaire et inférieure, et une petite artère qui ira vasculariser l'appendice iléocécal. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'artère mésentérique inférieure, elle va vasculariser un plus petit territoire qui se résume principalement au côlon gauche. Pour ce qui est de la vascularisation du côlon transverse, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure vont donner une artère chacune qui va s'anastomoser et former une arcade intramésentérique pour la vascularisation du côlon transverse. Pour le rectum, il y a 3 artères qui vont provenir de différents éléments. L'artère rectale supérieure va provenir de l'artère mésentérique inférieure. L'artère rectale moyenne va provenir de l'artère iliaque interne. Et l'artère rectale inférieure va provenir de l'artère rectale pudendale. Excusez-moi. Pour ce qui est de la vascularisation veineuse, comme pour le foie, elle va suivre la vascularisation artérielle. On va retrouver la veine porte et la veine cave caudale. La veine porte va se former grâce à la veine mésentérique supérieure qui va récupérer le sang veineux du côlon droit et la veine mésentérique inférieure qui va récupérer plutôt le sang veineux du côlon gauche. Pour le retour veineux du rectum, on va avoir une partie avec la veine porte et une partie avec la veine cave, et c'est ainsi qu'on va pouvoir observer des anastomoses spontanées porte-cave.